Si tu m'écoutes depuis une ville, un village, une banlieue, une île, ou un quartier où l'on enterre encore les vérités sous les bonnes manières, écris-le en commentaire avant d'aller plus loin. Écris seulement le nom de l'endroit d'où tu écouteras, parce que ce que je vais raconter ne se passe pas dans une seule maison, ni dans une seule famille. Cela se passe partout où l'on appelle l'effacement d'un père une décision raisonnable. Je m'appelle Henri Delorme. J'ai 87 ans. Je suis né en 1938. Et pendant 18 mois, j'ai vécu dans une chambre de 14 mètres carrés, avec une fenêtre ouverte sur un parking, après avoir signé de ma propre main les papiers qui ont permis à mes enfants de me retirer de ma vie, sans jamais avoir le courage de le nommer. Je n'ai pas compris tout de suite ce qui m'était arrivé. C'est ça, le plus dur à avouer. On croit toujours que la trahison a le visage d'un cri, d'une gifle, d'une porte claquée. On croit qu'elle arrive avec du bruit. Mais la plus grave, la plus propre, la plus lâche, entre souvent avec des voix calmes, des dossiers rangés, des mots choisis avec soin. Elle s'assoit à votre table, vous regarde avec des yeux humides, et vous dit qu'elle agit pour votre bien. C'est comme cela que tout a commencé chez moi. Pas avec la haine, avec la peur, la leur, et avec mon silence. J'ai été maçon pendant plus de 40 ans. J'ai appris à lire la fatigue dans les murs, comme d'autres lisent la fatigue dans les visages. Une fissure ne dit jamais la vérité tout de suite. Au début, elle ressemble à presque rien. Une ligne discrète, un défaut sans importance. Puis un jour, vous comprenez qu'elle n'était pas décorative. Elle annonçait déjà l'effondrement. Ma vie a suivi ce même dessin. Pendant longtemps, j'ai cru que tout tenait encore. Ma maison tenait, mon corps tenait. Ma volonté tenait. Et puis les fissures ont commencé. Non pas dans les pierres, mais dans le regard de mes enfants. En juillet 1971, j'ai construit ma maison de mes mains dans un bourg du sud-ouest. Ma femme, Jeanne, était enceinte de notre premier enfant. Je posais les pierres le jour, je calculais les ouvertures le soir, et je me couchais avec cette fatigue propre qui ne salit pas l'âme parce qu'elle vient d'un travail qu'on a choisi. Je savais où devait tomber la lumière dans la cuisine à 8 heures du matin. Je savais où planter le mur du fond pour que le vent d'hiver glisse sans entrer. Je savais quel arbre laisser debout. Je savais quel angle donner à la terrasse pour que l'été ne brûle pas tout. Cette maison n'était pas un bien immobilier. C'était la forme visible de ma vie. Chaque coin portait mon nom sans qu'il ait besoin d'être écrit. En 1987, Jeanne a planté un figuier près du portail. Elle disait qu'un arbre n'est pas là pour nous, mais pour la fidélité. Elle disait qu'il faut planter quelque chose qui vous survivra. Sinon, on vit comme si on passait. Elle avait cette façon de parler simple qui ressemblait à de la sagesse seulement quand on s'en souvenait trop tard. Le figuier a grandi, les enfants aussi. Damien, l'aîné, toujours pressé. Claire, la seule fille, droite, intelligente, froide quand elle était inquiète. Elle était inquiète. Et puis Adrien, le dernier, qui regardait plus qu'il ne parlait. Jeanne est morte en mars 2018 d'un cancer qu'elle avait caché pendant des mois pour ne pas troubler la maison. Elle avait gardé sa douleur comme elle gardait tout, en silence, avec cette noblesse qui finit parfois par ressembler à de la cruauté pour ceux qui restent. Après sa mort, je suis resté seul, oui, mais seul ne veut pas dire abandonné. J'avais mes habitudes. Le café à 6h15. Le jardin à 9h. Le potager l'après-midi, les cartes le samedi. Les enfants venaient le dimanche, pas tous les dimanches, mais assez pour que je ne me sente ni oublié ni surveillé. J'avais mon portail qui grinçait, ma tasse fêlée, ma radio posée près de la fenêtre, l'odeur du ciment dans le garage, les outils rangés par taille, le figuier qui faisait son ombre sur la terre sèche l'été. Je n'étais pas heureux au sens léger du mot. J'étais encore à ma place. Ce qui, à mon âge, vaut plus qu'un bonheur brillant. Puis il y a eu la première chute, en janvier 2023. Rien de spectaculaire. La salle de bain, un faux mouvement, le carrelage humide. Un bleu, quelques jours à marcher moins vite, une gêne dans la hanche. C'est à partir de là que j'ai entendu dans la voix de Damien quelque chose de nouveau. Pas de l'amour, l'amour je le connaissais. J'avais porté ses fièvres, réparé ses vélos, payé ses études en ajoutant des week-ends de chantier quand il fallait. Non. Ce que j'entendais, c'était une inquiétude plus égoïste, plus nerveuse, plus moderne. Une peur de devoir s'occuper de ce qu'on aime.
Une peur qui se déguise très bien en vertu. Claire s'est mise à appeler davantage. Elle me demandait si le tapis du couloir n'était pas dangereux, si la marche du jardin ne devait pas être abaissée, si je pensais encore raisonnable de vivre seul. J'aurais dû entendre à ce moment-là que les questions n'étaient pas des questions. C'étaient déjà les premiers arguments. La deuxième chute a eu lieu le 11 juillet 2023. Je m'en souviens avec une précision honteuse, comme on se souvient d'un crime dont on a été à la fois la victime et l'idiot. J'étais dans le jardin. L'herbe était humide, je taillais la bordure près du figuier. J'ai glissé. Cette fois, le fémur a cédé. L'opération, la rééducation, la canne, tout cela est venu après, avec sa lenteur administrative et son humiliation mécanique. Une canne appuyée contre un mur dit beaucoup plus de choses qu'on ne veut l'admettre. Elle dit que le corps négocie désormais ce qu'il imposait autrefois. Mais elle ne dit pas qu'il a perdu le droit de décider. Quand je suis rentré à la maison après l'hôpital, en août 2023, il y avait déjà quelque chose d'organisé dans l'air. Les voix se taisaient quand j'entrais dans la pièce. Damien consultait des brochures. Claire avait pris des notes. Il parlait de structure, de places disponibles, de sécurité, d'accompagnement, de solutions d'avenir. Ils employaient ce mot-là, solution. Comme si j'étais devenu un problème, comme si ma présence, au milieu de mes propres meubles, produisait soudain un désordre qu'il fallait résoudre. À table, ils baissaient le ton au moment où je m'asseyais, et c'est là que l'enquête a commencé en moi, sans que je sache encore que j'enquêtais. Je regardais leur silence, je notais leurs regards. J'essayais de comprendre depuis quand on avait commencé à parler de moi en mon absence, alors que j'étais encore vivant. Le 14 septembre 2023, Damien est arrivé chez moi, avec une chemise cartonnée bleu foncé. Claire l'accompagnait. Il était 16h30. La lumière entrait en biais dans la cuisine et dessinait sur les dalles de pierre cette bande dorée que j'avais calculée en 1971, sans savoir qu'un jour elle éclairerait ma propre destitution. Damien s'est assis en face de moi, avec ce visage grave des gens qui veulent se donner la beauté du sacrifice. Il a commencé lentement. Il a rappelé la chute de janvier, la fracture de juillet, les risques, les statistiques, les médecins, le bon sens. Il a prononcé la phrase exacte que je n'ai jamais oubliée. « Papa, on ne peut plus continuer comme avant. »« On ». Ce mot-là m'a frappé plus tard seulement. On ne pouvait plus. Qui était ce « on » qui parlait à ma place ? Qui avait décidé que ma vie appartenait soudain au pluriel ? Je n'ai pas répondu tout de suite. Je regardais la table. Je voyais les mains de mon fils, bien entretenues, sans ciment, sans cicatrices de chantier, tourner les feuilles comme on manipule quelque chose d'inévitable. Claire ajoutait des phrases plus douces, plus habiles. « Ce sera temporaire, tu verras, tu y seras entouré, on viendra souvent. Il faut penser à toi maintenant. » Penser à moi. Voilà comment on a recouvert le trou. Voilà avec quelle fleur verbale on a décoré la fosse. Moi, j'aurais dû dire non. J'aurais dû dire voilà que cette maison, je l'avais bâtie alors qu'eux n'étaient même pas encore des projets. J'aurais dû dire que le figuier de 1987, la chaise de Jeanne, la radio, la boîte à outils, le portail, le jardin, tout cela n'était pas un décor sentimental, mais l'ossature même de ce qui me restait d'identité. J'aurais dû dire que ma peur à moi n'était pas de tomber. Ma peur était d'être déplacé hors de ma propre histoire. Mais je ne l'ai pas dit, j'ai signé. J'ai signé parce que je voyais dans leurs yeux un mélange de panique et d'impatience. J'ai signé parce qu'à 85 ans, on commet parfois l'erreur monstrueuse de vouloir épargner ses enfants, même quand ce sont eux qui sont en train de vous arracher quelque chose d'irréparable. J'ai signé parce que j'ai cru, pendant quelques secondes de faiblesse, qu'aimer encore ses enfants consistait à ne pas compliquer leur vie. Et au moment où la pointe du stylo a touché le papier, je n'ai pas simplement accepté une résidence. J'ai accepté qu'ils interprètent mon silence comme une permission. Cette signature, ce n'était pas un accord. C'était le premier acte d'une disparition administrée. Le mardi 3 octobre 2023, on m'a conduit dans la résidence. Je suis monté dans la voiture de Damien avec une valise, un sac, et ce sentiment répugnant d'être déjà en trop dans mes propres vêtements. Je regardais par la vitre les routes que je connaissais, les murs que j'avais vus sortir de terre, les champs, les panneaux, les maisons dont certaines portaient encore dans leurs joints une part de mon travail. Et tout cela s'éloignait comme si j'avais déjà cessé d'appartenir au monde réel.
À l'arrivée, il y avait un hall propre, des plantes en pot, un canapé beige, une réceptionniste qui souriait avec cette politesse réglée des gens qui accueillent des vies réduites pour des procédures. On m'a montré ma chambre, 14 mètres carrés, un lit médicalisé, une armoire, 3 tiroirs, une chaise, une table de nuit, une fenêtre. Je me suis approché. Elle donnait sur un parking. C'est là, devant cette vitre, que j'ai senti, pour la première fois, la vérité me traverser comme un froid. Pas toute la vérité. Pas encore, seulement sa première phrase, il ne m'avait pas amené ici pour me sauver. Il m'avait amené ici pour que leur peur soit moins lourde à porter. Et il allait me falloir des mois pour comprendre tout ce qu'une famille peut faire au nom du bien, quand elle n'a plus le courage de regarder un père comme un homme, mais seulement comme un risque. La première nuit dans cette chambre n'a pas été une nuit. Cela ressemblait à une longue suspension sale entre deux vis, dont l'une était déjà morte, et l'autre refusait encore d'admettre qu'elle n'était plus vraiment une vie. J'ai défait ma valise sans y croire. 2 chemises, un pull gris, mon nécessaire de rasage, une photo de Jeanne prise en été 1994 devant le figuier, un carnet, mes lunettes de rechange. J'ai posé chaque chose avec cette absurdité des gestes qui cherchent encore à créer un chez-soi, là où tout, du sol au plafond, vous explique que vous ne ferez que passer. Le problème, c'est que je n'étais pas là pour passer. J'étais là pour être rangé. Je n'ai presque pas dormi. Le couloir faisait entrer sous la porte le roulis des chariots, les pas rapides du personnel, la toux des autres résidents, un poste de télévision trop fort derrière un mur mince, le claquement périodique d'une porte coupe-feu. Dans ma maison, le silence avait une matière. Il appartenait aux heures, au bois, à la pierre, au souffle du vent contre les volets. Ici, le bruit ne venait de personne en particulier. Il était collectif, administratif, sans visage. C'était le bruit d'un endroit où l'on ne vit pas vraiment ensemble, mais où l'on vieillit côte à côte en attendant qu'une visite, un médicament ou une mauvaise nouvelle donne un peu de forme à la journée. Au matin du 4 octobre 2023, j'ai ouvert les yeux sur ce parking gris et j'ai compris ma première erreur. J'avais cru que l'enfer, à mon âge, serait physique, la douleur, la dépendance, le corps qui lâche. Je me trompais. Le pire n'était pas dans les os, mais dans la dépossession. Le vrai coup porté n'était pas la fracture du fémur, c'était l'expropriation intime. On m'avait retiré mon espace, puis mon rythme, puis mes repères, et on appelait cela être pris en charge. C'est dans ces lieux-là qu'on comprend combien la langue ment pour soulager la conscience des autres. Les premiers jours, Damien et Claire sont venus souvent. Ils apportaient des fruits, des magazines, un plaid, des paroles calibrées. Damien me demandait si le personnel était gentil, Claire si je mangeais bien. Aucun des deux ne me demandait la seule chose qui importait. Est-ce que tu veux être ici ? Cette question n'a été prononcée par personne. Pas par les médecins, pas par la direction, pas par mes enfants. Comme si une fois la signature obtenue, ma volonté devenait un détail archaïque, presque encombrant. C'est là que ma recherche a changé de nature. Au début, j'essayais de comprendre ce qui n'allait pas. Puis, j'ai commencé à comprendre qu'il fallait identifier qui profitait de ce qui n'allait pas. Et la réponse était sale, parce qu'elle ne désignait pas des monstres, mais des proches. La brochure de la résidence montrait des jardins lumineux, des personnes âgées qui riaient autour d'une table, des après-midi de jeux, des promenades, de la bienveillance, des activités adaptées, tout le vocabulaire sucré qu'on dépose sur la vieillesse pour la rendre présentable. La réalité tenait dans 14 mètres carrés et un parking. Il y avait bien un jardin, oui, mais on n'y allait pas comme on va dans son jardin. On y était conduit, installé, ramené. Ce n'était pas un lieu de vie, c'était un décor de visite. Les chambres, elles, disaient la vérité. Elles ne regardaient ni un verger, ni un ciel dégagé, ni un chemin vivant. La mienne regardait des voitures alignées, 8 places visibles, l'asphalte, une haie taillée au cordeau, et cette impression obscène que tout avait été pensé pour être pratique, jamais pour être aimé. On m'a donné un emploi du temps. Petit déjeuner à heure fixe. Médicaments, atelier mémoire. Déjeuner, temps calme. Gym douce, dîner. Coucher. Le temps, autrefois façonné par mes habitudes, devenait ici une matière gérée par d'autres. C'est une violence dont les plus jeunes ne soupçonnent rien. On pense que le luxe de la vieillesse, c'est la sécurité.
Faux. Le luxe de la vieillesse, c'est de pouvoir encore disposer de ses heures. Chez moi, si je voulais boire mon café à 7h40 ou à 9h10, cela ne concernait personne. Si je voulais rester devant la fenêtre ou sortir bêcher un carré de terre malgré ma lenteur, c'était encore ma décision. Ici, tout avait lieu selon une mécanique préétablie. On ne me demandait plus ce que je voulais faire de mon temps. On le remplissait à ma place pour éviter que son vide trop visible pose des questions à tout le monde. En novembre 2023, un mardi, une aide-soignante jeune et polie m'a demandé ce que j'avais fait dans la vie. Je lui ai répondu que j'avais été maçon, que j'avais construit des maisons pendant plus de 40 ans, que je savais encore lire un mur rien qu'en regardant la tension d'une ligne et le repos d'une poutre. Elle a souri, a dit « c'est bien », puis elle est passée à autre chose parce qu'elle avait 9 autres corps à gérer. Je ne lui en ai pas voulu. Elle n'était pas le problème. Le problème, c'est ce moment exact où j'ai compris que mon passé n'avait ici aucune utilité. Dans cette résidence, mes mains ne parlaient plus. Mon métier n'existait plus, mon histoire n'ajoutait rien. J'étais réduit à mon présent le plus pauvre, un homme en chaussons qui attendait le déjeuner. Voilà ce que fait l'institution quand elle prend le relais de la famille. Elle n'attaque pas votre chair, elle ampute votre continuité. En décembre 2023, j'ai commencé à observer les autres résidents comme on observe les témoins silencieux d'un système qu'on n'a pas encore le courage de nommer. Dans le salon commun, il y avait une femme qui gardait toujours un sac à main sur les genoux, comme si quelqu'un allait venir la chercher. Un ancien professeur qui répétait chaque après-midi qu'il devait corriger des copies, alors qu'il était à la retraite depuis 20 ans. Un homme du bâtiment comme moi, Maurice, qui ne parlait presque jamais mais fixait longtemps la porte d'entrée. Je me suis rendu compte qu'ici, chacun tenait encore à un fragment ridicule de soi pour ne pas tomber tout entier dans la catégorie « résident ». Ce mot écrase tout. Il efface les métiers, les fidélités, les hontes, les colères, les amours, les fautes. Il fabrique une population de fin de vie. Et plus je regardais cela, plus je comprenais que ma famille avait accepté de me faire passer de l'état d'homme à l'état de gestion. Les visites ont commencé à se raréfier selon une logique parfaitement prévisible et parfaitement niée. Première semaine, tous les jours. Deuxième semaine, un jour sur 2. Novembre, chaque fin de semaine. Décembre, quand il pouvait. Janvier 2024. Claire a annulé 2 fois parce qu'un des enfants avait un match, puis une réunion importante. Damien est venu un dimanche sur 3, parfois moins, toujours pressé de repartir, toujours avec la même phrase. Tu sais, ce n'est pas facile, mais on est là, on est là. Non. Ils n'étaient pas là. Ils étaient dans l'idée rassurante qu'ils se faisaient d'avoir été là. C'est très différent. À la fin des visites, leur regard dérivait vers l'heure. Ils se levaient avant moi. Ils remettaient ma couverture. Ils promettaient de revenir vite. Et je restais dans cette chambre à regarder la marque de leur corps sur la chaise vide comme on regarde la preuve qu'on dérange même ceux qui vous aiment. Chez moi, la solitude était une solitude pleine. Ici, elle était publique. Elle se voyait, elle se comparait. Elle s'alignait dans le salon commun comme une exposition de renoncement. Le dimanche après-midi, chacun surveillait la porte sans en avoir l'air. On apprenait à reconnaître les familles fidèles, les familles fatiguées, les familles qui avaient déjà commencé leur deuil, alors que le parent respirait encore. Je regardais les plateaux du dîner arriver pendant que l'hiver coulait derrière les vitrées, et je pensais à ma cuisine, à la chaise de Jeanne, à l'évier réchier, à la vieille théière cabossée, à la bande de lumière sur la pierre. Je pensais au portail qui grinçait, à la terre du potager au mois de février, aux figues qui tomberaient en août sans que personne ne les ramasse. Je pensais moins à ma maison qu'à la personne que j'étais encore là-bas. C'est cela qu'il m'avait pris en premier, avant même de me retirer les clés. La version de moi qui savait où elle vivait. Au printemps 2024, quelque chose en moi s'est durci. Je ne pleurais pas, je ne me plaignais presque pas. Mais j'ai commencé à faire, dans ma tête, l'inventaire exact de ce qu'on ne m'avait pas dit avant que je signe. On ne m'avait pas dit que les chambres d'exposition n'étaient pas les chambres de ceux qu'on installait durablement. On ne m'avait pas dit que les journées seraient si vides qu'elles finiraient par se confondre. On ne m'avait pas dit qu'on devient très vite
un nom sur une porte et une fiche de traitement. On ne m'avait pas dit que les visites diminuent mécaniquement, même chez les enfants sincères, parce qu'une fois le parent placé, le monde reprend son rythme et le lien devient une corvée de plus à organiser. On ne m'avait pas dit qu'il y avait d'autres options. Et surtout, on ne m'avait pas dit que la peur des enfants peut devenir une tyrannie quand elle rencontre la culpabilité d'un père. Je n'étais pas enfermé, enfermé. C'est ce qu'on aurait répondu si j'avais voulu faire scandale. J'aurais pu sortir dans le jardin, participer aux ateliers, refuser certaines activités, réclamer davantage. Mais ce faux argument ne tient pas. L'enfermement ne commence pas aux portes verrouillées. Il commence quand votre parole n'a plus le poids nécessaire pour modifier la décision initiale. J'aurais pu dire que je souffrais. On m'aurait répondu qu'il fallait du temps pour s'adapter. J'aurais pu dire que je voulais rentrer. On m'aurait parlé de sécurité. J'aurais pu parler de dignité. On m'aurait parlé d'organisation. On me répondait toujours à côté, avec des mots justes et une finalité fausse. C'est ainsi que les familles modernes trahissent. Elles déplacent la question jusqu'à ce que votre vérité ne trouve plus où se poser. En avril 2024, j'ai demandé à revoir les papiers que j'avais signés. La direction m'a donné des copies. J'ai relu chaque ligne. Rien d'illégal, rien de brutal. Tout était conforme. Voilà ce qui m'a presque fait rire. On peut effacer un homme dans le respect complet des formulaires. On peut lui retirer sa maison, son horizon, son temps, son autonomie concrète, et tant que les signatures sont au bon endroit, tout le monde dort. C'est là que le mot trahison a commencé à prendre sa vraie forme en moi. Pas un éclat sentimental. Pas une plainte, une accusation précise. Mes enfants n'avaient pas voulu ma mort. Ils avaient voulu la version administrativement acceptable de ma disparition. L'été 2024 est arrivé sur le parking. Je ne l'ai vu que par la teinte plus blanche de la lumière sur l'asphalte, et par le bourdonnement plus fréquent des climatiseurs. Chez moi, l'été avait une odeur. Ici, il n'avait qu'une température. J'ai compris alors que la plus grande pauvreté de ces lieux n'est pas médicale. Elle est symbolique. On y soigne des corps pendant qu'on appauvrit des existences. Et tout cela avec le sourire, les fiches d'évaluation, les ateliers créatifs, et les phrases de bonne volonté. Quand on a compris cela, on ne cherche plus seulement à survivre, on cherche à nommer le mécanisme. Et moi, je n'allais plus tarder à découvrir que ma famille ne s'était pas contentée de choisir pour moi. Elle avait refusé de voir ce qui aurait permis que je reste debout chez moi. C'est à ce moment-là que l'histoire a cessé d'être celle d'un vieil homme triste. Elle est devenue celle d'un homme qui rassemble des preuves contre les siens. Le 12 septembre 2024, Adrien est arrivé sans prévenir. Il avait toujours été le plus discret de mes enfants, celui dont les colères mûrissent longtemps avant de trouver leur voie. Il est entré dans ma chambre en milieu d'après-midi, un jeudi, en dehors des heures habituelles de visite. Il n'avait pas apporté de fleurs, pas de biscuits, pas de phrases préparées. Il avait seulement 2 cafés brûlants, pris à la machine du couloir et un regard que je ne lui connaissais pas. Il s'est assis, il m'en a tendu un et il m'a demandé. Papa, comment ça va vraiment? Pas comment tu vas ici. Pas est-ce qu'on s'occupe bien de toi. Pas est-ce que tu prends tes médicaments. Vraiment, c'était le premier mot honnête qu'on me lançait depuis des mois. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé la vapeur monter du gobelet en plastique, j'ai regardé la fenêtre sur le parking, j'ai entendu dans le couloir le grincement d'un chariot. Et quelque chose a cédé. Pas comme un mur qui s'effondre. Plutôt, comme une retenue qu'on avait longtemps consolidée avec de la honte. J'ai commencé par des détails. La chambre, le bruit. L'impression d'être devenu une fiche. Puis je lui ai parlé du temps vide, du regard des autres pensionnaires, des visites qui diminuent, du dimanche qui pèse, de la façon dont même la lumière ici semble temporaire. Je lui ai parlé de Jeanne, de la maison, de la cuisine, du figuier planté en 1987, des figues qui tombaient sans moi, du portail qui grinçait, de la bande de soleil sur la pierre. Et plus je parlais, plus la vérité remontait, dépouillée, coupante, presque obscène. Adrien ne m'a pas interrompu. Il a laissé les phrases venir avec leur honte et leur colère. Puis il a posé la seule question que personne n'avait eu le courage de poser depuis le 14 septembre 2023. Est-ce que tu veux rentrer chez toi? Je me souviens de ce silence. Il a été plus vaste que la chambre entière. Pendant 11 mois,
Tout le monde avait discuté de ma sécurité, de ma santé, de mes besoins, de mes risques, de mon confort, de ma fatigue, de mes médicaments, de mon âge. Personne n'avait parlé de ma volonté comme d'un fait central. Adrien venait de renverser la table avec 9 mots. Je lui ai répondu oui. Un oui simple, mais qui m'a traversé comme une déchirure. Parce qu'il disait en même temps 2 choses. Ce que je voulais et ce que les autres avaient refusé d'entendre. À partir de ce jour-là, l'enquête a changé de camp. Elle ne se déroulait plus seulement dans ma tête. Adrien a commencé à regarder les faits. Les vrais faits, il a demandé les comptes. Il a consulté les dossiers médicaux. Il a parlé aux assistantes sociales. Il a demandé quelles alternatives avaient été proposées avant mon entrée en résidence. La réponse a été aussi nette qu'indigne. Presque aucune. Une évaluation avait bien mentionné, en août 2023, la possibilité d'une aide à domicile 3 fois par semaine, l'installation de barres d'appui dans la salle de bain, un tapis antidérapant, un éclairage de nuit dans le couloir et un dispositif d'alerte à porter sur soi. Tout cela existait. Tout cela était envisageable. Tout cela coûtait moins, humainement et financièrement, que la résidence. Tout cela aurait pu me maintenir chez moi, vivant parmi mes repères. Mais ces options n'avaient jamais été sérieusement défendues par Damien, ni par Claire. Elles avaient été balayées comme compliquées, incertaines, épuisantes. Pour qui? Pas pour moi, pour eux. C'est là que la trahison a cessé d'être une sensation et est devenue un dossier. Damien et Claire n'avaient pas seulement eu peur. Ils avaient choisi la solution la plus simple pour leur conscience. Ils avaient préféré la gestion à la présence, l'organisation à l'effort, l'encadrement à l'inconfort d'un père encore libre. Ils ne m'avaient pas envoyé en résidence parce qu'il n'existait rien d'autre. Ils l'avaient fait parce que tout le reste exigeait du temps, de la coordination, des allers-retours de la patience, de l'attention quotidienne. Et la vérité la plus laide, celle qu'aucune famille ne veut voir en face, c'est que l'amour fatigue quand il ne peut plus se contenter d'être sentimental. En octobre 2024, Adrien a réuni la famille. Cela s'est passé chez Claire, dans son salon impeccable, avec cette odeur de bougie propre qui donne toujours l'impression qu'on a déjà désinfecté ce qu'on s'apprête à nier. Damien a commencé par dire qu'il avait agi dans l'urgence, avec les conseils des médecins pour mon bien. Claire a parlé de son angoisse, de ses nuits sans dormir, de la peur du téléphone qui sonne et annonce une 3e chute. Adrien les a laissés parler. Puis il a posé sur la table les évaluations, les courriels, les devis pour les aménagements du domicile, les notes de l'assistante sociale. Il n'a pas crié. Il a fait pire, il a lu. Ligne par ligne, date par date. Août 2023. Aide possible. Septembre 2023. Logement adaptable. Coût inférieur. Risque gérable. Soutien coordonnable. Il a montré qu'il savait. Il a montré qu'ils n'ignoraient pas les options. Il a montré qu'ils avaient choisi de ne pas choisir ce qui m'aurait laissé ma place. Je n'étais pas à cette réunion, Adrien a refusé que j'y assiste. Il m'a dit plus tard qu'il ne voulait pas que je voie le moment exact où un fils et une fille découvrent qu'ils ne peuvent plus se réfugier derrière la peur, parce que les preuves les obligent à regarder la part de commodité dans leurs décisions. Mais il m'a raconté. Il m'a dit que Damien s'était énervé en répétant qu'il avait pris la seule décision responsable. Claire aurait pleuré, pas sur moi, mais sur la violence du mot « trahison ». C'est toujours ainsi. Ceux qui blessent s'effondrent souvent moins sous la blessure qu'ils ont infligée que sous le vocabulaire exact qui la désigne. Ils supportent très bien les conséquences quand elles sont appelées « nécessité ». Ils se cabrent dès qu'on prononce le mot « juste ». Les discussions ont duré 7 mois. 7 mois de réunions, de coups de téléphone, d'hésitation, de réticence, de consultation, de calcul. Damien répétait que je serais en danger chez moi. Claire parlait de ma fatigue, de mon âge, de la peur permanente que cela ferait peser sur eux. Adrien répondait avec des solutions concrètes. Une aide à domicile le lundi, le mercredi et le vendredi matin. Un dispositif d'alerte porté au poignet. Des barres d'appui dans la salle de bain. Un siège de douche. Une veilleuse dans le couloir. Un tapis antidérapant. Un voisin prévenu. Un passage supplémentaire après une mauvaise semaine. Rien d'héroïque. Rien de romanesque. Seulement ce qu'on aurait dû mettre en place avant de me déplacer comme un meuble trop lourd à garder dans la bonne pièce.
Pendant ces mois, je continuais de vivre dans la chambre 214. Je regardais le parking changer de saison. Novembre 2024, la lumière tombait plus tôt. Décembre, les décorations de Noël accrochées dans le hall ressemblaient à des excuses en plastique. Janvier 2025, les couloirs sentaient davantage le désinfectant et la soupe tiède. Février, l'ennui avait la couleur du ciel. Et plus les semaines passaient, plus je comprenais qu'on peut survivre à presque tout, mais pas sans dommage. Je dormais moins bien. Je parlais moins, je perdais les gestes fins. Mes mains n'étaient plus les mains d'un maçon, mais celles d'un homme qui attend. C'est cela que les gens ne voient pas, et je n'ai pas. La résidence ne tue pas toujours vite. Parfois, elle use. Parfois, elle simplifie un être jusqu'à ce qu'il ne reste plus en lui que des réflexes et des souvenirs. Et ceux qui ont signé disent ensuite « Tu vois bien qu'ils ne pouvaient plus vivre seuls », comme si l'appauvrissement qu'ils ont provoqué devenait la preuve de leur décision. Au début de mars 2025, l'accord a enfin basculé. Damien a cédé, non parce qu'il avait compris, mais parce qu'il ne pouvait plus soutenir le mensonge initial sans se regarder lui-même avec dégoût. Claire a demandé qu'on fasse un essai. J'ai eu envie de rire, comme si le retour chez moi devait être un test, alors que mon exil, lui, n'avait jamais été soumis à examen. Mais j'ai laissé faire. À mon âge, on apprend parfois que la vérité n'obtient pas toujours justice complète. Elle arrache déjà beaucoup quand elle réussit à faire reculer le mensonge d'un pas. Le 7 avril 2025, on m'a remis les derniers papiers de sortie. J'ai signé encore une fois. Cette fois, ma main tremblait davantage, mais ce n'était pas la même tremblure. En septembre 2023, je signais pour renoncer. En avril 2025, je signais pour reprendre. Le personnel m'a souhaité bonne chance. Certains étaient sincèrement gentils. Je ne les accuse pas. Le mal ici n'était pas dans les personnes. Il était dans le dispositif et dans la facilité avec laquelle une famille peut remettre un père à ce dispositif pour ne plus sentir tous les jours le poids de son déclin réel. Adrien est venu me chercher seul. Nous n'avons presque pas parlé pendant le trajet. Les mots n'étaient plus nécessaires. Ce qui revenait vers moi, ce n'était pas seulement une adresse. C'était la possibilité d'être encore celui que j'avais été. Quand le portail de la maison est apparu, avec son vieux battant de métal et son grincement familier, j'ai senti quelque chose se lever en moi que je croyais déjà mort. Le jardin était plus pauvre, bien sûr. Le potager en sommeil. Le figuier encore nu, parce qu'Avril n'accorde pas tout d'un coup. Mais la terre était là, la cuisine aussi. La chaise de Jeanne aussi. Le bruit du plancher. L'odeur du bois, du café, du vieux linge, je me suis assis. J'ai posé mes mains sur la table. J'ai regardé la fenêtre. Et j'ai compris avec une netteté terrible ce qu'ils avaient failli me voler. Pas la propriété. Pas le confort. Pas l'habitude. Moi. La forme entière de moi. Je n'ai jamais demandé pardon à Damien et Claire de m'avoir traité comme un homme de trop. Et eux ne m'ont jamais demandé pardon de la façon juste. Ils ont parlé de malentendus, de peur, d'erreurs d'appréciation, de contexte. Les lâches adorent gokwashkemoto, les mots qui diluent. Moi, j'appelle les choses par leur nom. On m'a dépossédé de ma volonté. On m'a poussé à signer sous le poids de la culpabilité. On a appelé mon obéissance une décision commune. On a négligé les alternatives qui m'auraient laissé ma dignité. On a compté sur mon amour de père pour que je ne proteste pas assez fort. Et quand j'ai commencé à m'effacer, on a pris cet effacement comme preuve qu'on avait eu raison. Aujourd'hui, je vis de nouveau chez moi. L'aide à domicile, Simone, vient 3 fois par semaine. Les barres sont en place. Le tapis antidérapant aussi. Le bouton d'alerte ne me quitte pas. Oui, je suis plus lent. Oui, la peur de tomber existe encore. Oui, la vieillesse est un pays dur. Mais c'est mon pays. Pas une salle d'attente décorée. Pas un couloir géré. Pas un parking sous une fenêtre trop propre. Ma maison tient. Mon figuier tient. Et moi, malgré tout, je tiens encore assez pour dire ceci. La plus grande violence faite aux vieux n'est pas toujours le manque d'argent, ni l'abandon brutal, ni même la maladie. C'est quand la famille confond son soulagement avec notre bien et trouve dans notre silence une signature morale. Si cette histoire te remue, abonne-toi maintenant. Et écris en commentaire depuis quel lieu tu m'écoutes, Chicha. Une ville, un village, une route, un pays lointain.
Puis dis-moi ce que tu en penses vraiment. Selon toi, à quel moment une famille cesse-t-elle de protéger pour commencer à effacer l'un des siens? Et surtout, combien de trahisons portent encore aujourd'hui le masque impeccable de l'amour raisonnable?